Merci, hein. Donc Olivier m'avait demandé de brosser un peu un panorama des activités optiques hyperfréquences qui se font à l'Institut Photon. Alors, c'est tout simplement impossible. Donc, j'ai fait une sélection d'activités. Donc, je vais essayer de vous donner un panorama, bien sûr, non exhaustif des activités sur l'opto-hyper, plus particulièrement à l'Institut Photon. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre un temps de parole de 30 minutes, c'est-à-dire grosso modo 25 minutes avec 5 minutes de questions. Et puis ensuite, Brian et Romain prendront 15 minutes, donc grosso modo 12-13 minutes de parole et 2-3 minutes de questions. Est-ce que ça vous va? Très bien, Ouais, impeccable. ok. Ouais. Bon, ben, on attaque. Alors, ici, j'ai mis en gros voilà, le plan de l'exposé. Donc, je vais commencer par vous donner des motivations générales sur les travaux qui sont menés hein, en lien avec l'optique hyperfréquence et notamment vous montrer l'intérêt de développer des lasers faible bruit, alors que ça soit en bruit d'intensité ou en bruit de fréquence. Est-ce que vous voyez la souris quand je fais ça? Ouais. Ouais, ok. Puis je passerai ensuite aux sources qu'on étudie justement pour la génération d'ondes millimétriques ou bien de terahertz et la façon dont on fait pour les affiner spectralement pour avoir des battements purs spectralement. Ensuite, si j'ai le temps, je sauterai peut-être cette partie-là. Je vous parlerai un peu de beam steering et des méthodes qu'on peut mettre en œuvre, notamment le slow light, donc la lumière lente, pour réaliser du beam steering sur des antennes larges, des grandes antennes. Hein. Et puis, je finirai juste avec une ouverture sur l'apport de l'optique hyperfréquence, cette fois-ci à l'optique et non plus aux hyperfréquences, où on vient justement utiliser les puretés spectrales qu'on peut avoir dans le domaine micro-ondes pour les déporter directement dans le domaine optique. Hein, c'est du donnant-donnant entre l'optique et les micro-ondes, ça va dans les deux sens. Alors, c'est ce que je disais, hein, l'objectif principal, c'est d'amener la résolution des micro-ondes, quand je parle de résolution, c'est résolution en fréquence, hein, dans le domaine optique, et inversement, d'amener tout ce qui est accordabilité optique. Hein. En optique, on peut accorder sur des terahertz très facilement dans le domaine micro-ondes. Et donc, c'est un espèce de jeu entre le domaine radio, micro-ondes, et le domaine optique, donc laser, hein, avec des retombées directes dans le domaine millimétrique et terahertz. Bon, bien sûr, l'optique hyperfréquence à l'origine était dédiée hein, surtout aux applications militaires. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. On voit de plus en plus d'applications devenir civiles. Il y a notamment des applications en manipulation d'atomes, en capteurs cohérents, ultra cohérents, en spectroscopie cohérente, etc. Alors, si je prends ce radar-là que vous voyez, qui est un radar militaire, quel est l'apport de l'optique dans ce genre de radar-là? Eh bien, tout simplement, si je prends cet exemple-là tout simple, donc l'antenne, elle tourne, donc c'est une antenne qui fait à peu près 3 mètres de large, qui fait quelques tonnes de poids et qui tourne à 1 tour seconde. Et donc, cette antenne-là est constituée de plein de dipôles rayonnants. Et actuellement, le traitement de l'information est fait, donc il y a des coupleurs, etc. derrière, donc est fait par bloc et l'information est redescendue au travers d'un joint tournant, hyperfréquence. Et idem, les oscillateurs locaux sont remontés à l'antenne au travers de ce joint tournant hyperfréquence. Et donc, en gros, ça limite énormément le nombre de canaux qu'on peut passer, l'information qu'on peut passer au travers du joint micro-ondes. Et donc, le remplacer par un joint optique permettrait en fait d'avoir des débits c'est pas des débits qu'on cherche, mais du moins de passer des terabits d'information et des terahertz, voire terabits d'information. Donc là, on voit tout de suite l'intérêt de l'optique, sauf que le problème ici, c'est que vous voyez, quand on va de la station de traitement en bas vers l'antenne en haut, on a besoin de remonter l'oscillateur local ou les oscillateurs locaux sur une grosse antenne comme ça. Et ce signal-là est analogique, il ne peut pas être numérique. On ne peut pas remonter une suite de chiffres numériques, les remonter à l'antenne. Voilà, c'est forcément un signal analogique. À partir de là, comme c'est un signal analogique, ben, du coup, on est obligé en fait de travailler sur tous les composants de la chaîne optique hyperfréquence pour avoir les résolutions nécessaires et le bruit, donc les contraintes de bruit imposées par ce genre de système-là.
Donc voilà, je vous ai représenté ici une liaison de base typique. Hein. Vous avez un laser, éventuellement un modulateur Mach-Zehnder. Le laser peut être modulé directement. Le cœur optique, au passage, dans lequel on peut faire aussi du traitement du signal. Hein. Il ne sert pas uniquement à distribuer le signal sur porteuse optique. Et puis, à la fin, ça se finit toujours par un récepteur. Et puis, on repasse dans le domaine micro-ondes et on fait du traitement du signal. Et comme je vous le disais, donc, il y a des contraintes énormes sur ce genre de système-là, qui sont notamment liées au bruit d'intensité du laser, au bruit de fréquence des lasers si on veut faire du battement, donc pour générer un signal micro-ondes, et qu'on essaie de faire battre deux lasers entre eux, forcément, on va retrouver la pureté spectrale des lasers sur le signal micro-ondes. Et dans le domaine optique, les puretés spectrales sont beaucoup moins bonnes que dans le domaine électrique. Alors, intéressons-nous à ces sources laser-là dans une architecture, dans un premier temps, où on n'utilise qu'un seul laser. Donc là, on ne cherche pas à faire de battement. Et la contrainte ici, ce qui va vraiment vous empêcher de réaliser de bonnes liaisons, ce sont les oscillations de relaxation du laser qui se traduisent en fait par un excès de bruit, comme vous pouvez le voir ici. Hein, c'est le spectre de bruit d'un laser semi-conducteur. Donc vous avez une résonance ici qui fait que qu'à cet endroit-là, vous avez un excès de bruit qui n'est plus très compatible ou qui n'est pas du tout compatible même avec des radars militaires. Et donc, on a développé une technique qui consiste à utiliser des lasers en régime classe A. Alors, la plupart des lasers sont en régime classe B, c'est-à-dire que la durée de vie des photons dans la cavité laser est plus petite que la durée de vie d'inversion de population, hein, ce qui fait du gain dans votre laser. Et c'est ça qui donne lieu à cette interaction résonante et à cet excès de bruit. Donc, si vous êtes capable de faire un laser classe A, alors certains lasers à gaz sont des lasers classe A, eh bien, dans ce cas-là, vous êtes capable de faire un laser qui n'a plus d'oscillation de relaxation et donc plus d'excès de bruit. C'est-à-dire qu'on est vraiment au shot noise, au bruit de grenaille. Donc, en fait, ça veut dire utiliser un milieu actif qui a une durée de vie très, très courte, donc un semi-conducteur par définition. Et même quand on utilise un semi-conducteur, il va falloir augmenter la durée de vie des photons dans la cavité par un facteur 10 000 typiquement. Alors ça, c'est ce qu'on arrive à réaliser dans des VCSEL à cavité externe. Et comme vous pouvez voir ici, vous avez un spectre de RIN, donc de bruit d'intensité relatif, où vous voyez que le bruit du laser est vraiment au shot noise. Alors ça, c'est une vieille histoire. Hein, quand vous regardez les dates, hop, vous voyez, la démonstration de concept a été faite en 2007. On continue à travailler sur ces lasers-là, notamment pour contrôler leur polarisation. Donc, on a travaillé avec du quantum dash, donc des milieux semi-conducteurs spécifiques, donc à bâtonnet quantique. Étendre l'accordabilité, notamment pour le bifréquence. Donc, l'utilisation bifréquence est très accordable en longueur d'onde. Donc, on travaille aussi sur des boîtes quantiques, donc des semi-conducteurs à boîte quantique. Et puis finalement, alors ça, c'est un résultat tout récent. Je vous ai mis ici une figure de RIN qui n'est pas encore publiée, où on a réussi, en fait, pour la première fois, à faire un laser classe A, monofréquence, donc à 1 micron 5 et pompé électriquement. Donc ça, c'est super important, le pompage électrique, parce que du coup, on passe d'architecture laser assez grosse à vraiment quelque chose de très compact et très peu énergivore. Alors, ça ne suffit pas. Les lasers classe A, c'est bien sympa quand on cherche à distribuer sur quelques éléments rayonnants. Maintenant, si on a affaire à une antenne qui possède des milliers de dipôles rayonnants, il va nous falloir des puissances de l'ordre de la dizaine de watts. Et donc, les lasers VCSEL, type VCSEL cavité externe, ne permettent pas d'atteindre ces puissances-là. Donc, on s'est posé la question de savoir comment finalement faire pour rendre un laser solide, à état solide, quasi classe A. Alors ça, on ne sait pas le faire dans les lasers à état solide. Tout simplement, un petit calcul vous montre que les durées de vie, alors les durées de vie, ça vous trouvez ça dans la biblio, les durées de vie dans ces lasers solides-là, c'est de l'ordre de la milliseconde à la microseconde, la durée de vie d'inversion de population. Donc vous faites un petit calcul et vous vous rendez compte que pour atteindre le régime classe A, il vous faut des cavités qui font plusieurs kilomètres de long. Donc impossible de les rendre monomodes. Donc voilà, ça ne marche pas. Et donc, on s'est posé la question de savoir s'il y avait un moyen physique de jouer encore sur cette interaction entre l'inversion de population et les photons dans la cavité, mais dans le cadre d'un laser solide, de manière à modifier radicalement sa dynamique et de faire disparaître ces oscillations de relaxation. Et la réponse est oui, en fait. Donc, on a introduit le principe de buffer réservoir,
qui consiste à introduire de très très faibles pertes non linéaires, juste non linéaires, pas linéaires, hein, et qui permettent de casser la dynamique résonante du laser et donc du coup de faire des lasers sans oscillation de relaxation. Donc comme vous pouvez le voir ici, ce mécanisme de buffer réservoir, vous pouvez l'obtenir avec n'importe quelle absorption non linéaire. Alors il faut qu'elle soit maîtrisée, donc ça peut être l'absorption à 2 photons, ça peut être la génération de seconde harmonique, voire de troisième harmonique, etc. Donc vous avez 2 exemples ici avec du TPA, donc obtenu avec de l'arsenure de gallium, donc un échantillon d'arsenure de gallium qui est inséré dans la cavité laser, et vous voyez le bruit, les oscillations de relaxation disparaissent complètement. Vous avez le même phénomène aussi quand vous faites de la conversion non linéaire, mais très très maîtrisée en fait. Vous arrivez, vous voyez ici, à réduire complètement, à faire disparaître ces oscillations de relaxation. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que la réduction ici est typiquement de 50 dB et que toutes les techniques de réduction de bruit actives avec des boucles d'asservissement, etc., ne vous permettent pas d'aller au-delà de 25-30 dB de réduction de bruit avec des bandes passantes d'1 méga. Avec le buffer réservoir, vous êtes vraiment sur un mécanisme naturel. Il n'y a rien à faire à part d'insérer le bon composant bien maîtrisé. Il n'y a pas d'électronique, 50 dB de réduction de bruit, et puis potentiellement, les bandes passantes sont de plusieurs gigahertz en fait. Voilà, donc concernant ces lasers faible bruit. Maintenant, passons à une architecture dans laquelle on se dit on aimerait finalement ne pas avoir à utiliser une modulation directe ou bien un modulateur Mach-Zehnder pour la simple raison quand vous cherchez à aller à 100 gigas, il n'existe pas, très peu, ça commence à arriver, des modulateurs Mach-Zehnder qui montent à 100 gigas. Bon, je vais la faire plus simple. Si vous voulez aller à 300 gigas, il n'existe pas de modulateur Mach-Zehnder qui vont à 300 gigas. Or, l'optique vous permet de faire des battements. Il suffit de décaler très légèrement les 2 longueurs d'onde de 2 lasers pour obtenir des battements, même au terahertz si vous voulez. Et donc, on a développé des lasers bifréquences qui ont le mérite en fait de pouvoir être accordés et générer ces battements-là du gigahertz au terahertz. Alors, voyons voir un peu comment fonctionnent ces lasers-là. En fait, vous prenez un laser standard, ici, dans cet exemple-là, c'est un laser solide, vous introduisez dans la cavité un biréfringent qui va définir 2 états probes de polarisation, chacune voyant un chemin optique légèrement différent. Donc, ça veut dire que les 2 longueurs d'onde qui vont sortir du laser seront légèrement décalées en fréquence. Ce légèrement-là tombe dans les fréquences gigahertz, en fait, dans les micro-ondes. Alors ensuite, ce n'est pas tout. Je vous ai dit qu'il fallait réduire les oscillations de relaxation. Donc, vous avez un asservissement ici. Donc, à l'époque, on faisait ça, on faisait des asservissements pour réduire les oscillations de relaxation. Et puis, par ailleurs, ce battement-là, vous êtes obligé de le comparer à un oscillateur RF de manière à le réduire davantage. C'est-à-dire qu'en fonctionnement libre, ce battement-là fait typiquement une dizaine de kilohertz. Or, ce n'est pas suffisant pour un bon nombre d'applications et notamment pour un radar militaire. Donc, ce que vous faites, vous prenez un synthé de très bonne qualité, vous mélangez ce signal de battement-là avec votre synthé et vous appliquez une contre-réaction sur ce cristal électro-optique et vous réussissez comme ça à obtenir des battements extrêmement fins. Alors, j'insiste sur le fait que c'est le battement qui est extrêmement fin, ce n'est pas l'arrêt laser. C'est-à-dire les 2 raies laser sont plus larges. Ce qu'on introduit, c'est une corrélation de bruit entre les 2. Okay, donc, en fait, le battement est très fin, peut aller jusqu'à moins que 25 millihertz, mais chaque raie prise indépendamment ne l'est pas. Alors aujourd'hui, on fait ce genre de laser-là avec des VCSEL bifréquence classe A, ce que je vous ai montré tout à l'heure pour un laser monomode, et vous voyez que sur le spectre de battement, ici, vous n'avez plus du tout les remontées qu'on avait précédemment avec les lasers solides. Et puis on peut monter en fréquence. Alors là, ce que je vous montre ici, c'est à quelques gigahertz. On peut monter typiquement à 40 gigahertz en utilisant des micro-lasers, puisque plus vous réduisez la longueur du laser et plus vous pouvez monter en fréquence. Mais ça a des limitations. Si vous voulez aller à 100 gigas ou à 300 gigahertz, voire le terahertz, vous ne pouvez pas réduire indéfiniment la longueur de votre laser et surtout, vous n'allez pas avoir l'électronique d'asservissement à 100 gigas. Alors, pour atteindre ces fréquences-là, on utilise ce genre de laser-là où on vient séparer spatialement les 2 états de polarisation dans le laser et puis on met 2 étalons indépendants sur chaque bras. Et de cette manière-là, on arrive à contrôler indépendamment les 2 longueurs d'onde et donc à obtenir des battements qui vont jusqu'à quelques terahertz. Et ici, vous avez des spectres de battement qui ont été réalisés donc, sur des photodiodes UTC de l'IUMN qui ont été obtenus à température ambiante. C'est important, ça, vous voyez les niveaux de bruit, enfin de SNR qu'on a. Tout ça est fait à température ambiante.
Et vous voyez qu'on peut augmenter la fréquence juste en changeant la longueur d'onde d'un des bras. On peut aller jusqu'à 1 THz sur cet exemple-là, avec un rapport signal sur bruit de 15 dB. Et j'insiste, la détection a été faite complètement électroniquement. Le plancher de bruit ici, il est limité par l'électronique de détection, en fait. C'est-à-dire que potentiellement, si vous aviez une électronique de détection opto-hyper, alors utilisant aussi de nouveau un laser bifréquence, vous seriez beaucoup, beaucoup plus bas. Alors, comment faire maintenant? Donc, je vous ai dit qu'un laser libre comme ça, un battement produit un battement d'une dizaine de kilohertz, voire d'une trentaine de kilohertz quand les bras sont séparés comme ça. Comment faire pour faire une PLL qui fonctionne à des fréquences terahertz? Eh bien, ça, c'est un principe qu'on a introduit aussi, qui consiste en fait à envoyer ce battement bifréquence-là dans un modulateur Mach-Zehnder, qui est le plus pourri possible de préférence en termes de réponse, de manière à créer des combes de fréquences autour de chaque longueur d'onde. Donc, au lieu d'avoir juste les deux bandes latérales qui correspondent à la modulation de votre Mach-Zehnder, vous allez avoir toutes les harmoniques. Et vous voyez ici qu'au milieu, vous allez obtenir une fréquence intermédiaire. Et cette fréquence intermédiaire-là, elle est dans le domaine gigahertz. Donc, vous pouvez la détecter avec une photodiode standard. Et si vous stabilisez cette fréquence intermédiaire-là sur un oscillateur local hyperfréquence, eh bien, vous allez automatiquement stabiliser la différence de fréquence entre nu1 et nu2 qui est dans le domaine millimétrique ou terahertz. Donc ça, on l'a démontré typiquement jusqu'à 660 GHz avec uniquement de l'électronique micro-ondes. Il n'y a rien de millimétrique là-dedans en termes électriques. Voilà, ici un exemple de réduction donc de l'arrêt. Donc vous voyez, vous passez de 30 kHz en free running. Quand vous fermez la boucle, donc l'OEPLL, vous descendez en dessous de 1 Hz, donc là on est limité par l'analyseur de spectre, et ça marche à n'importe quelle fréquence. Donc vous avez ici des bruits de phase, vous voyez le laser en oscillation libre, donc ces bruits de phase ont été réalisés à 100 gigas, donc en oscillation libre, vous avez un bruit qui est énorme, et grâce à l'OEPLL, vous arrivez à le réduire notablement. Alors, ce qu'on cherche bien sûr à faire aussi, c'est aller vers de l'intégration ultime, parce que ça ne sert à rien en fait de garder un montage expérimental qui est aussi gros que celui-ci. Encore là, je n'ai pas représenté, là, on n'a pas pris la photo de toute l'électronique qu'il y a autour. Voilà, ça c'est bien beau dans un labo, mais ça ne servira jamais dans un système. Donc en fait, on cherche parallèlement à intégrer tous ces concepts-là. Je vais vous montrer un exemple d'intégration qui a été réalisé avec le 3.5 Lab. Ici, vous avez une puce qui comprend tout ce que j'ai raconté en fait tout de suite. Ici, vous avez deux DFB, donc deux bras. Vous retrouvez les deux bras, deux lasers DFB. Des SOA, donc des amplificateurs semi-conducteurs. On en a besoin parce que la propagation dans les guides n'est pas terrible sur l'INP, il y a de l'absorption. Un coupleur, vous séparez en deux et vous envoyez directement vos deux signaux. Donc ici, quand on a mélangé les deux, on a les deux longueurs d'onde optiques. On les envoie directement sur des UTC qui sont intégrés. Tout ça est fait de manière intégrée monolithique en fait. Donc vous récupérez ici en sortie votre signal millimétrique. Et si vous modulez cette section-là, donc vous rentrez avec un signal RF, ben vous allez retrouver automatiquement votre signal RF ici autour de la porteuse millimétrique. Okay, donc vous voyez, du coup, on passe à des échantillons, des puces qui sont toutes petites, qui sont millimétriques ici, que vous voyez sous pointe. Alors, ce genre de puce-là vous donne une accordabilité d'une centaine de gigahertz. Donc, vous avez ici le spectre optique et puis le spectre électrique. Et ce spectre électrique, il fait 5 MHz de large. Donc, on retombe dans le même problème. Comment faire pour avoir une raie beaucoup plus fine qui est compatible avec les applications opto. Alors ça, c'est largement suffisant pour plein d'applications, mais on vise toujours le Graal, le top du top, c'est une liaison opto qui sera insérée dans un radar militaire. Alors, si vous prenez ce type de montage-là et que vous essayez de l'utiliser pour faire de la transmission d'informations en espace libre, donc quand vous faites une détection d'enveloppe avec une diode Schottky, voilà un exemple de diagramme de l'œil obtenu à 1 gigabit seconde. Et puis un autre ici en détection hétérodyne, donc en venant mixer avec un oscillateur local à 100 gigas. Et vous voyez que ici, votre diagramme de l'œil a été obtenu à 200 mégabits seconde et il commence déjà à se fermer.
Et la raison pour ça, c'est que le battement n'est pas si fin que ça. Donc, si on voulait pouvoir faire de la détection hétérodyne avec ce genre de structure-là, il faudra un battement beaucoup plus fin. Alors ça, on arrive à le faire et ce schéma-là va vous rappeler ce qu'on vient de voir tout de suite quand je vous ai parlé de l'OEPLL. Okay, donc la phase locked loop optoélectronique. Donc vous avez les deux longueurs d'onde qui rentrent dans un circulateur. On rentre dans un modulateur de phase, on crée toutes ces harmoniques-là, on les amplifie, on filtre ce qu'il y a à filtrer parce que ce n'est pas bon de tout renvoyer dans le laser. Mais ce qui est important, en fait, c'est de garder les deux raies ici et puis de garder aussi, en gros, on vient filtrer tout ce qui est à droite et à gauche. Ici, on garde ce qui est au milieu. Et donc, ce qui va se produire, c'est que chaque raie, donc la rouge et la verte, là, va venir auto-affiner le laser. Et de plus, le battement, donc l'harmonique par exemple bleue qu'on génère ici, si on se débrouille pour moduler à la bonne fréquence de manière à ce que cette harmonique-là rentre dans la fréquence de l'autre laser, eh bien, on va venir aussi stabiliser le battement. Donc, on affine les deux raies et en même temps, on fiche complètement le battement. Et quand vous faites ça, ben voilà le genre de spectre que vous obtenez. Le spectre optique, où on voit ici les combes qui sont générées de part et d'autre. Et vous voyez ici l'affinement du spectre électrique donc de votre porteuse millimétrique. Ici, on passe de 5 mégas à typiquement une trentaine de Hertz. Alors, c'est moins bon qu'avec une manip sur marbre de labo, ce que je vous ai montré, mais c'est quand même, ça reste très bon pour un truc complètement intégré qui fait quelques millimètres de long. Alors, je vais passer, il est quelle heure là? Aussi, très rapidement, j'ai le temps. Donc, on peut jouer aussi sur les composants qu'on insère dans la liaison opto pour notamment faire du beam steering. Alors, je vous parle de ça parce qu'il y a un projet qui est en cours avec l'IETR notamment sur des antennes intelligentes qui sont capables de faire du beam steering, etc., dans le domaine millimétrique. Et donc ça nécessite aussi des composants optiques qui vous permettent de faire ça. Et le composant optique qu'on a utilisé dans le passé, c'est un amplificateur à semi-conducteur qu'on utilise en régime de saturation de manière à exalter les effets de CPO, qui sont les oscillations cohérentes de population. Et quand on fait ça, vous voyez, ici, vous avez la réponse en phase de votre porteuse de l'enveloppe micro-ondes. Et vous voyez qu'en jouant sur la puissance d'entrée, vous pouvez déphaser votre signal. Et encore mieux, alors en bidouillant un peu, on a développé aussi la technique de CPO exalté qui vous permet de faire des déphasages, non pas de 50 degrés, mais d'aller jusqu'à 180 degrés. Et puis, par ailleurs, mélanger les effets paramétriques dans ces SOA-là, toujours dans le même petit composant, utiliser des effets paramétriques plus les effets de CPO, d'oscillation cohérente de population, pour déporter ce déphasage-là à des fréquences de 30 gigas. Et là, on n'est pas limité, en fait, on aurait pu aller à 60 gigas, voire à 100 gigas, c'est juste les appareils d'analyse qui nous manquaient. Alors, passons au Graal. Alors, imaginons maintenant que je veuille oublier ces lasers-là bifréquences, qui sont des petites bêtes assez chatouilleuses et qui n'existent pas dans tous les labos. Toute l'électronique qui va autour, l'OEPLL, eh ben, on pourrait se dire finalement le Graal, ça serait d'avoir deux lasers indépendants, tellement fins spectralement et tellement stables que je n'aurais plus besoin de rien faire à part mettre mes deux lasers et je serais content d'avoir un battement ultra stable, ultra bon à n'importe quelle différence de fréquence, donc dans le domaine millimétrique ou terahertz. Alors ce Graal-là, on y est presque. Alors je dis presque parce qu'il y a encore un peu de travail à faire, mais en fait on a développé une architecture qui permet en fait à un laser de s'auto-affiner lui-même. Et en fait, c'est basé sur de l'effet Brillouin. Donc le laser, on l'envoie dans un résonateur Brillouin non résonant. Et ce qu'il est important de noter ici, c'est que ce résonateur-là fait 100 mètres de long et c'est un résonateur optique. Donc c'est monstrueux en fait. Donc en termes de finesse spectrale, ça va être très très bon. Et alors quand vous faites ça, ce que vous observez en sortie de ce résonateur-là, c'est un combe, enfin c'est plein de modes longitudinaux, parce que le résonateur est trop long, mais on veut qu'il soit long pour avoir une bonne pureté spectrale. Et ce qu'on a réalisé en faisant ces manips-là, c'est qu'il était possible de rendre ce genre de résonateur-là extrêmement long, le rendre monomode. Et pour ça, en fait, il suffit, entre guillemets,
de venir, alors je vous explique un peu plus ça, puisque j'ai encore un tout petit peu de temps. En fait, tous les modes que vous voyez ici, en réalité, ils sont dus au fait que le laser de pompe que vous utilisez, bien que ça soit un bon laser à état solide, etc., eh bien, il drift, il a des fluctuations de fréquence qui font que quand vous regardez, donc vous avez là le laser de pompe, ça c'est le gain Brillouin qui est généré par le laser de pompe, et ça c'est les modes qui peuvent osciller en bleu. Et ben, quand ce laser-là, le laser de pompe gigue, ben, forcément, vous allez passer d'un mode à l'autre. Et c'est ce qui fait que vous avez l'impression que le résonateur Brillouin est multimode. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de figer la distance ici entre le laser de pompe et le mode qui lase, le mode Stokes, figer cette distance-là sur l'offset Brillouin, l'écart de fréquence Brillouin, donc qui vaut une dizaine de gigas. Et quand vous faites ça, ben, vous rendez votre système complètement monomode et puis, enfin, il le reste pendant des jours. Hein, il n'y a aucun souci. Je veux dire, il est vraiment monomode. Il n'y a pas de saut de mode ni rien. Et ça vous permet en fait d'avoir des largeurs de raie extrêmement fines parce qu'en plus, un autre effet dont je n'ai pas parlé, c'est qu'à partir du moment où vous avez figé cette distance-là, votre PLL, si elle a une bande passante suffisamment grande, ben, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout simplement copier la pureté spectrale de l'arrêt Stokes sur la pompe qui sert à la générer. Et donc, on se retrouve avec une pompe qui est de plus en plus fine, qui s'affine, et donc qui vient exalter l'effet Brillouin. Et c'est un espèce d'effet à cascade qui se produit, donc un espèce d'affinement qui ne fait que croître. Bon, il s'arrête au bout d'un moment, et il s'arrête quand on arrive aux limites quantiques. Et c'est là-dessus qu'on est en train de travailler aujourd'hui, c'est quelles sont ces limites quantiques-là. Et donc, la dernière présentation que vous allez voir sera donnée par Romain Aguès sur la modélisation théorique de ce genre de petites bêtes-là. Voilà, donc j'en viens à la conclusion. Alors, je vous ai parlé de ce qui est en grisé ici. Je n'ai pas eu le temps de vous parler de ce qui n'est pas en grisé. Hein. Sur les lasers faible bruit, on cherche aussi à intégrer ces lasers-là dans des fibres laser, hein, faire des lasers tout court aussi bons que ceux que je vous ai montrés. On travaille aussi sur des sources optiques gigahertz, millimétriques ou terahertz qui sont complètement fibrées. On travaille sur de la métrologie terahertz. Bon, j'ai rapidement évoqué le projet avec l'IETR et le LabStick sur des antennes intelligentes à 5 gigas, à 6 gigas qui utiliseront le genre de laser que je vous ai montré et soit du slow light, soit d'autres techniques pour faire le beam steering. Et puis, on travaille aussi sur les oscillateurs optoélectroniques. Donc ça sera l'objet de la seconde présentation, donc celle qui va suivre, donnée par Brillant 5A. Sur ces OEO à modulation directe. Et puis, on travaille aussi, mais malheureusement, je n'ai vraiment pas le temps de vous présenter tout ça, sur la génération de formes d'ondes avancées micro-ondes en utilisant des techniques complètement optiques, que ce soit avec des lasers impulsionnels ou autres. Et puis, on a déporté aussi ce savoir-faire en optique micro-ondes pour l'imagerie, de l'imagerie complètement optique cette fois-ci, mais pour mesurer des effets de polarisation, et ce qui permet en fait de faire des images polarimétriques vraiment en temps réel parce qu'on profite de la rapidité des hyperfréquences en fait. Voilà, je vous remercie et puis je remercie tous les contributeurs dont vous avez les noms ici. J'espère que je n'ai oublié personne. Voilà, et puis on peut attaquer s'il y a des questions.